Action. Tu vois que là c'est bon? La distance avec le microphone? Je pense que it's good. It's good. I think. Donc, tu veux le faire en anglais? Are you ready? On le fait en anglais. Non, on va le faire en French. Même si je sais que On le fait en ta anglais. commu est très internationale. Bienvenue dans le podcast de Pigna. Et aujourd'hui, pour l'interview inspirante, j'ai la chance et l'honneur de recevoir un ami qui a construit un succès, un empire. Et en fait, c'est surtout quelqu'un qui m'inspire. C'est surtout ça. Et c'est pour ça, l'intention à chaque fois dans ces interviews, c'est... j'ai la chance de rencontrer des gens qui ont su montrer que le tout était possible. Et je pense que Pierre, tu vas te présenter bien sûr, mais tout de suite tu m'as fait penser à ça. Et je trouve ça important que peut-être tu puisses partager ta voix. Peut-être que tu peux inspirer des gens qui sont bloqués, qui ont des rêves et qui n'osent pas le faire. Donc j'espère en tout cas que avec ce court interview on va essayer de faire 20 minutes, mais on est entre nous à l'apéro, tranquillou, de façon authentique. Peut-être que voilà, tu peux donner une certaine motivation à des personnes qui nous écoutent. Donc aujourd'hui, je suis avec Pierre Gaonner. Bonsoir. Bonsoir. Et là, on peut dire bonsoir, il est 1h du matin. On peut dire bonjour. Et donc, je vais te laisser te présenter. Pierre, qui es-tu? Alors déjà, je suis pas un empereur. C'est pas un empire. Je te confirme. Humble, il est humble. Non. Effectivement, on est amis, on se connaît. J'ai 40 ans et j'ai co-créé il y a 7 ans avec Gaspard, un ami, un projet qui à la base était un projet, ce qu'on appelle un side project. C'était un projet parallèle à mon activité pro, puisque j'étais commercial dans la pub digitale. Donc c'est moi qui te foutais les pubs McDonald's sur l'application Closer, par exemple, quand tu voulais consulter le divorce de Philly Winter, par exemple. Et ben s'il y avait une pub McDo, l'armée de terre ou Chanel, ben, c'était moi. En tout cas la boîte pour laquelle je bossais et pour laquelle j'étais salarié. Et donc j'étais salarié, donc je n'étais pas libre, mais j'étais pas non plus au bagne. Et j'ai toujours eu envie de créer, donc j'ai toujours eu des petits projets parallèles à côté de mes jobs. Et ce projet MIME, que tu connais Ariane, ben en fait c'est un projet qui était un projet parallèle, qui est devenu gros, qui a pris beaucoup de place, qui m'a obligé à démissionner. Et c'était un risque à prendre, mais d'un autre côté le projet fonctionnait. Donc le risque était limité à l'époque quand j'ai démissionné. Donc c'est marrant, t'apportes ce côté liberté en mode... Souvent, en vrai, hein, dans notre société, ou en tout cas en France, on nous dit si t'as un CDI, prends le CDI. Vraiment, là, c'est ça, là, c'est le Graal. Et toi, t'as réussi à te dire, attends, pause, c'est bien. Là, voilà, j'ai ma sécurité, je gagne bien ou je fais ce que j'aime. Mais peut-être que ma notion de liberté, elle était autre, et c'était de monter ma boîte. Bah, quand tu as ta boîte, tu as de compte à rendre à personne à part à toi-même. Et même si j'étais assez heureux en tant que salarié, parce que j'étais dans une activité qui était cool, tu vois, j'étais pas au bagne, mais je sentais que je pourrais jamais cranter encore au-dessus. Tu vas chaque année espérer avoir tes 5, tes 7% d'augmentation, d'avoir un petit bonus, mais ça me permettait pas de voir loin, tu vois. Et puis surtout que je bossais pour quelque chose que j'avais pas créé et pour une activité qui me fascinait pas. La publicité sur le digital, j'en ai rien à foutre. J'ai pas un plaisir fou, si tu veux, à prendre 20 000 euros de budget à McDo pour le diffuser sur Challenge et Nouvelle Ops. C'est alimentaire, c'est intéressant, tu apprends plein de trucs. Je trouve que là, pour le coup, il y a un côté très pédagogique. Tu apprends l'univers de la publicité, de l'achat d'espace, de la diffusion sur cible, sur les audiences calibrées. Mais c'est pas ce qui m'excite. En revanche, te dire, tiens, je montre quelque chose, c'est moi qui le fais, et j'ai des gens qui mettent des cartes bleues derrière parce que je vois qu'il y a un vrai besoin, ça, il y a un côté assez excitant de savoir que tu fais ton propre argent. Donc c'est ça, t'as identifié qu'il y avait une demande, et il y a eu une opportunité où je comprends que tu as rencontré, tu le connaissais depuis longtemps, ton associé, ouais. C'était un pote d'enfance. Ouais. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes dit, ok, mais attends, pause, il y a une opportunité, il y a une demande sur le marché, ça nous dit bien, let's go. Je vais être très honnête, c'est pas une part de chance, on peut dire une part de flair, mais on n'a pas sondé du tout le marché. En fait, on s'est dit, mais c'était peut-être
une forme d'inspiration, tu vois. On s'est dit, tiens, pourquoi ne pas prendre à contre-pied les réseaux sociaux et faire un réseau social payant. Le modèle des réseaux sociaux, c'est la pub, classique, et c'est la course à l'audience. Les gens cherchent à avoir des followers, des likes, etc. C'était ça de tout temps sur Instagram et Facebook. Et nous, ce qu'on a observé, c'est que tu avais des gens qui avaient des communautés parce qu'ils sortaient notamment de télé-réalité. C'est un petit peu on va dire le déclic est né là. Tu as des candidats de télé, ça on l'avait observé. Ils cherchent à avoir des grosses communautés pour faire du placement produit. Et nous on s'est dit, mais si derrière ils peuvent répondre et monétiser cette audience directement auprès de leurs abonnés, il y a forcément un truc. Et on ne savait pas ce qui se faisait à l'extérieur. On a vu qu'après coup, aux US, il y avait quelque chose d'un peu équivalent, mais quand nous on s'est lancé, on n'avait pas du tout connaissance de ce qui se faisait aux États-Unis. Parce qu'il y avait OnlyFans, c'est ça aux États-Unis. OnlyFans, mais on États-Unis. n'était pas du tout dans une approche comme OnlyFans. D'accord. Nous, au départ, c'était pour faire du contenu dédicacé, c'était pour avoir des créateurs qui étaient dans un univers, soit des anciennes gloires, soit des candidats de télé, soit des mannequins qui étaient pro-amateurs et qui pouvaient monétiser leur contenu photo, leur set de shooting, ce genre de choses. On était très loin d'imaginer qu'il allait y avoir des girls next door qui allaient rejoindre la plateforme, et voire même d'avoir du contenu érotique. Donc, en vrai, c'était quand même la base de ce que je comprends, c'était win-win. C'est-à-dire qu'au lieu, tu as une certaine communauté, on parle par exemple des gens qui sortent de télé-réalité. Au lieu de publier sur Instagram de façon gratuite et Instagram te paye un peu mais pas beaucoup, viens, on crée une plateforme similaire, mais par contre vraiment tu gagnes de l'argent et je gagne de l'argent et les gens qui en plus suivent ton compte sont contents. C'est les gens qui payent. C'est win-win-win, tout le monde gagne en fait. Soit ils payent un abonnement pour s'abonner à quelqu'un, et donc c'est la personne, c'est le créateur qui touche l'argent. Moi je prends une petite commission, c'est mon intérêt, je développe une plateforme, une boîte tech, je mets à disposition la techno, il faut bien que je bouffe, il y a des serveurs, il y a une équipe à payer, etc. Bien sûr. C'est le modèle économique, on prenait 20%. Et puis après, il y a la messagerie qui fait que si toi, par exemple, Ariane, tu t'abonnes à Jimmy, parce que tu es fan de Jimmy, parce qu'il a fait une émission, parce que c'est un coach, peu importe, le fait de t'abonner, ça va forcément créer une relation privilégiée entre Jimmy et toi. Parce que lui va voir que Ariane, elle a mis sa carte bleue, qu'elle a payé pour s'abonner. Et donc forcément, Jimmy va entretenir la relation avec Ariane, puisqu'il va dire, mais c'est formidable cette fille qui me fait confiance, qui me suit, qui me donne de la force, qui me soutient, qui me parle, et qui parfois dans la messagerie même me demande un contenu plus personnel, que Jimmy va monétiser aussi. Parce que si toi, tu as besoin d'avoir une petite vidéo dédicacée de Jimmy, il va te la vendre, parce que c'est du temps pour Jimmy. Donc il va te proposer 20 euros, 50 euros, 100 euros, tu acceptes ou pas, tu es libre. Et tout ça se fait dans la messagerie. Donc, ça, tout est libre, mais il y a plus de confiance, donc il y a plus d'intimité. En fait, ce que tu vends, limite, c'est de l'intimité. Ouais, en soi. c'est exactement ça. C'est pas juste... ça me donne envie de me mettre sur Mime, pardi. Ah bah, vas-y. Et juste, j'ai des petites questions à te poser. Mais juste avant, juste par intérêt personnel, mais j'aime bien ces choses-là. Pourquoi Mime ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je pourrais ne pas te répondre parce que je pourrais dire que ça ne veut rien dire, sauf qu'il y a 7 ans, c'était Meet Your Model. Et puis ensuite, très vite, on l'a abandonné pour se détacher, on va dire, des raccourcis qui pouvaient être faits entre le côté Meet, rencontre et le côté modèle, modeling, alors que c'était plus, sois proche de tes modèles, des gens qui t'inspirent, qui te fascinent, avec qui tu as envie de parler. Et donc c'est devenu Mime, et c'est marrant parce que c'est très symétrique, MYM, tu peux le plier, c'est fait la même chose. Et c'est rare d'avoir des noms de domaine à 3 lettres. Alors on avait le .fan. Il se trouve qu'on a réussi, à coup de chèque, d'acheter le .com. Ok. Tu peux t'acheter une petite maison à la campagne avec ce .com. et sache que ça fait 2 ans et demi qu'on a le .com et qu'on n'a toujours pas basculé le mime.fan sur le mime.com. Ok, non mais ouais, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi ces noms. Ok, donc en gros, c'est quand même, voilà, t'en as pour ton argent, tout le monde est gagnant. Moi, c'est ça que j'aime bien, ce business model, tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est quelque chose qui est très transparent sur le modèle économique. En combien de temps ça a explosé ? Est-ce que ça a marché tout de suite ou il y a eu un peu de mal ou... Tout de suite. Évidemment, parce que j'ai fait un très bon travail commercial. Bien sûr, j'en suis sûre. Non, mais on avait un petit produit qui fonctionnait, mais qui était développé par nous deux, enfin surtout par mon associé. Et puis moi, mon taf, c'était de contacter sur Instagram tous les influenceurs, qui n'étaient pas forcément les plus gros de l'époque, mais ceux pour lesquels je pressentais qu'il y avait un intérêt. Et donc ça a été des copier-coller sur Instagram, ça a été
de me faire introduire auprès d'autres influenceurs. Et on avait un programme d'affiliation, de parrainage, qui fait qu'un influenceur avait tout intérêt à parrainer un autre influenceur, on va dire créateur, parce que derrière, économiquement, il y avait un intérêt pour lui de parrainer quelqu'un. Et donc ça s'est fait, donc ce programme d'affiliation a été très utile pour le développement de la boîte, ça a boosté la croissance. Et donc on s'est lancé fin 2018, on peut considérer que le vrai lancement officiel était janvier 2019, mais très vite on voyait que la croissance, mois après mois, elle était là. Et c'était une croissance qui n'était même pas linéaire, qui était vraiment exponentielle, tu sentais que tu avais une courbe, et ça nous projetait sur des... On imaginait des chiffres, on se disait si la courbe ne s'arrête pas, mais ça va s'arrêter où? Évidemment la courbe elle s'est arrêtée au bout d'un moment, on a toujours eu une forme de croissance, mais la courbe s'est stagnée. Et puis c'est à ce moment où on a décidé de se staffer, de recruter, de dépenser, d'investir. Et voilà. Et aujourd'hui, on a repris de la croissance en 2026, là où on s'était stabilisé en 2025. Ouais, tu trouves à chaque fois des solutions. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu dis, et moi je m'y retrouve aussi beaucoup, c'est de... Parce qu'il y a des gens qui pensent ah mais j'ai pas la fibre entrepreneuriale. Soit t'es employé, soit t'es salarié, soit t'es entrepreneur en gros. Et ce que j'aime bien, c'est tu t'es dit bah j'ai commencé dans le salariat au final mais ce salariat, ce que tu as appris dans cette boîte et tout ça, ça t'a donné les clés pour également ce succès dans l'entrepreneuriat. C'est ça qui est cool aussi. Souvent il y a des gens qui disent non c'est trop tard ou quoi que ce soit. Non, alors ce qui m'a vachement aidé, c'est quand j'étais dans la pub, il y a eu notamment toute la partie data science, BI, qui sont l'analyse de la donnée, de la vraie donnée, qui va te permettre de faire les bons choix, de développer les bonnes fonctionnalités, de communiquer auprès des bonnes cohortes d'utilisateurs. Ça, c'est l'analyse de ta donnée, de ta data, qui te permet de faire les bons choix pour le futur. Et ça, on l'avait vachement mis en place dans la précédente boîte où j'étais salarié. Donc moi, j'étais assez observateur de ça. Je l'utilisais un petit peu. Et très vite, on l'a mis en place chez MIM. Ça, c'est le truc dont je me suis le plus inspiré en tant que salarié de la boîte passée. Donc c'était une bonne école en fait, ce que tu as vécu avant. Oui, parce qu'il y avait des technos que je connaissais. Il y avait, puis ça m'a mis le pied à l'étrier. Enfin, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait avoir une vraie strate data. Mais et quel est ton parcours pour commencer même dès le départ? Quel est ton parcours au plus jeune âge? C'est-à-dire que... Je suis lycéen moyen, sans conviction. À la fac, moyen, droit, sans conviction, sans savoir ce que je veux faire. Tu savais pas ce que tu voulais faire? Jamais. Et puis après, j'ai fait un master en entreprendre dans une école de commerce, sans savoir ce que je veux faire. Et puis, je monte un premier projet qui est un four, qui est un échec. Je lève de l'argent auprès de la banque Pop, qui n'est pas rancunière, puisque aujourd'hui c'est la banque qui est la nôtre. et puis voilà, puis donc je flingue ce projet au bout de 2 ans, ça ne marche pas, je liquide. Je monte à Paris en scooter pour être commercial dans la pub digitale. Je découvre un univers que je ne connaissais pas. C'est cool, ça se passe bien. J'ai fait 3 boîtes en l'espace de 8 ans. Mais au fond de moi, j'avais toujours envie de faire un truc, tu vois. Et puis, j'ai toujours bricolé sur des petits projets comme ça parallèles. Et MIM était un projet parallèle. Et tu regrettes pas? Ah bah visiblement non. La preuve, tu me poses des questions aujourd'hui. Bah oui, bah exactement. Et c'est pour ça que je vais même te poser quelques questions. Il y a 11 questions, parce que je fais tout avec 11. Moi j'aime bien le chiffre 11. Très bien. Réponds du tac au tac, de façon authentique. Okay. T'es prêt? Oui. Allez, c'est parti. Si tu devais choisir un seul moment où ta vie a basculé, lequel raconterais-tu? Où ma vie a basculé? Waouh, pro, hein, évidemment. Comme tu veux. Ah non, comme tu veux. Bah non, bah alors j'ai eu... ce qui dans la vie d'un homme ou d'une femme est important, c'est quand tu te sépares. Ça, je l'ai vécu. C'est un moment important, parce que c'est un choix qui est très difficile, et forcément, du coup, ta vie d'après dépend de ce choix. Donc ça, je l'ai vécu au moment où je me suis lancé dans ce projet. Et donc, c'était très lié. Parce que j'avais la crainte de ce projet en me disant d'un côté je me sépare, j'ai des enfants, il faut vraiment pas que je me chie quoi. Donc ça, à côté ça me stressait. Et la chance que j'avais, c'est que j'avais pas levé d'argent, je devais d'argent à personne et que le projet marchait. Mais il fallait que ça marche. Et donc ça a été, je me rappelle, ça a été pendant le confinement où j'ai vécu ce moment où il y avait l'excitation du projet, la séparation. Et les responsabilités. Et je me disais, j'ai pas le choix, faut que ça marche.
Donc ça a été un fuel, ça a été un peu Ça a été, ouais, une de motivation. l'essence, une motivation en mode ouais, par contre, il faut que je me donne à fond. Ouais. Pendant 2 ans, là, c'était des années où on a beaucoup bossé. Et t'as cru en toi et en le projet. Il y a ça, je Ouais. pense qu'il y a cette question de foi. Quand tu crées quelque chose qui n'est pas né, où tu ne sais pas vraiment où tu vas, Alors moi je pense que sais c'est que quelque chose qui m'a aussi donné de la force, c'est qu'on était deux, et ça c'est quelque chose que je recommande, parce que je croyais en mon associé, je pense autant qu'il croyait en moi. Donc à défaut de croire en toi-même, je croyais en quelqu'un qui bossait avec moi. Et lui croyait en moi, au lieu que je croie en moi, moi cette personne. Et je pense qu'on se faisait confiance tous les deux, on était un bon binôme, et on est très complémentaires. Et seul, je l'aurais jamais fait, lui non plus d'ailleurs. Ok. Et donc le fait d'avoir été à deux, de se faire confiance, on a toujours itéré, on a toujours testé. S'il y en a un qui avait une idée, et ben on la testait. Et puis si ça marchait pas, c'est pas grave. Mais vu qu'on était très agile parce qu'on était que deux et qu'on avait la maîtrise du code de ce qu'on faisait, ça allait très vite, tu vois. Donc bien choisir son partenaire. Le faire à deux, épaule, pas comme ça, il y en a un qui épaule l'autre. Ouais, tu t'épaules et tu te complémentaire. rassures sur les prises de décision. C'est pas une décision que tu prends seul, tu la prends à deux, donc tu as un double avis, donc ça c'est pas mal. Et surtout ne pas se marcher dessus. Chacun À ses tâches bien définies. ouais. Moi, ce qu'il faisait, je peux pas le faire. Ce que je faisais, il pouvait pas le faire. Donc, et pas de problème d'ego. Et on a, je pense, lui et moi, pas d'ego. Il y en a aucun des deux qui essaie de briller par rapport à l'autre. Et donc, c'est ce qui fait que je pense que ça marche. Mais dans notre cas de figure. Muy bien, muy bien. Quelle partie de toi as-tu laissé derrière pour devenir la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu as dû lâcher quelque chose, justement, une croyance limitante peut-être? Ouais. J'ai laissé derrière le fait de la crainte de ne pas être capable de m'en sortir par moi-même et de dépendre de quelqu'un, donc d'un employeur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Je ne savais pas si j'avais été capable. Enfin, waouh. Tout le temps, je me suis posé la question de me dire, est-ce que tu penses que tu es capable de vivre de tes propres moyens, de quelque chose que tu vas faire toi, et de bien vivre, et pas vivoter, tu vois, parce que j'avais des ambitions, parce que j'aime les belles choses aussi, parce que enfin, je suis un kiffeur, j'aime, tu vois, mais je sais vivre avec rien aussi, vraiment. Et ça m'a toujours interrogé, et quand on a commencé à faire des sous, que ça a marché, et que j'ai compris que je pouvais vivre de ce que je créais, et ben cette crainte-là de me dire je dépendrai toujours d'un employeur, ça a sauté. Et je me suis dit que j'étais capable de faire par moi-même, peut-être même d'inspirer des gens, et de faire même autre chose. Tu vois, là par exemple, t'as beau réaliser quelque chose, d'avoir une forme de réussite, mais j'ai envie de faire d'autres choses parce que j'ai envie de me prouver que je suis capable de réussir dans quelque chose qui n'est pas digital par exemple. Bon, ok, j'ai réussi un truc dans le digital, mais moi j'ai envie de me prouver que je suis capable de réussir quelque chose, je sais pas moi, dans la food, dans quelque chose qui n'a rien à voir. Il y a ce côté je suis assez. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu pas de se prouver, t'as même pas besoin de te prouver, mais de comprendre je suis assez en fait tel que je suis assez compétent et je vais utiliser mes dons, un peu mes connaissances et mes envies et je vais créer des choses bien, mais je suis assez tel que je suis. J'ai pas besoin de prouver ou de dépendre de quelqu'un pour faire quelque chose, quoi. Bah en fait c'est plutôt de me prouver à moi-même. Et je trouve qu'il y a tellement de métiers, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut, si on est curieux, on peut apprendre des métiers des autres. Si on est curieux, on peut se fixer des challenges et se dire tiens, ça, c'est un truc, ça me pose problème au quotidien, je vais essayer de le résoudre par moi-même, soit par un service, soit par un produit, tu vois. Et te dire que tu as ce problème, que tu y vas et que tu le fais et que tu trouves des solutions et que tu trouves un marché, putain, c'est jouissif. Voilà. Très bien. Troisième question. Quel rêve te faisait peur et que tu remercies aujourd'hui d'avoir osé poursuivre? Bah, le rêve de monter ma boîte. Ouais, c'était vraiment... Oui, en fait, ça me faisait pas peur, mais Tu savais pas si c'était atteignable si c'était atteignable, et surtout atteignable dans ces proportions-là. Parce que toi, tu connais la boîte, ceux peut-être qui écoutent se renseigneront. Mime, c'est un fan site. C'est un fan site qui a 20 millions d'utilisateurs, qui fait beaucoup de sous, et qui fait que tu as une vie plus douce quand tu as un business comme ça qui marche bien. Donc tu peux avoir plein de réussites. La réussite, pour moi, c'est pas du tout une question de pognon.
En France, tous les gens se focus sur la réussite et liée à l'argent que ça génère. Et ça me pompe l'air, cet état d'esprit. C'est bien, c'est la question d'après. Donc très bien. Les gens sont formatés comme ça. Quelle est la définition de la réussite pour toi? C'est génial, c'est une super question justement. Si tu es apaisé, en paix avec toi-même, et que tu as l'impression d'être... alors ça dépend de ton rythme de vie, hein, tu es marié, tu as des enfants, peu importe. Mais moi, la réussite, elle est si tu arrives à être épanoui dans ce que tu fais quand tu te lèves. Voilà. Tu as une forme de réussite. Tu peux très bien avoir une success story financière parce que tu as une boîte qui cartonne, mais si tu te lèves le matin avec la boule au bide ou alors sans conviction, super, ta réussite. C'est parce que tu as 3 bars sur un compte bancaire. Bon, tu as réussi. Tu peux être malheureux. Et il y a plein de gens friqués qui sont très malheureux. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est pour ça justement que je t'interviewe, c'est parce que je vois que tu es heureux et que tu réussis, c'est pour ça. Selon moi, c'est ça, c'est le succès, les gens l'apportent beaucoup au financier. Je pense que, c'est marrant, pardon pour la petite parenthèse, mais j'ai entendu une interview de Zlatan Ibrahimovic qui est interviewé et le mec lui demande « Mais depuis que vous êtes riche, est-ce que vous êtes plus heureux ?» Et en fait, Zlatan dit « Bah non ». En fait, il dit « En fait, moi, je viens d'une famille... très aisée, l'inverse, peu aisée, et en fait, j'étais heureux. L'argent, oui, facilite les choses, mais en fait, ce qui rend heureux, c'est les moments. Mais les moments, tu peux les avoir avec beaucoup d'argent ou sans argent, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a aussi cette côté où les gens oublient, je vais avoir beaucoup d'argent, je vais être heureux, et quand on arrive à côtoyer des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ces gens-là, moi, personnellement, il y en a vraiment, mais 80%, je les vois malheureux. Et c'est là où je me suis dit, attends, pause. C'est pas ce que j'imaginais. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est une très belle définition. Tu vois, moi, c'est marrant. Je suis heureux quand je me marre avec des gens. Et alors, t'as beau être les poches pleines de fric, si c'est pour côtoyer des gens qui te font pas rire, si c'est pour te payer des cocktails à 30 balles dans des destinations qui coûtent très cher, mais ne pas rire, mais c'est terrible, mais ton fric il te sert à rien. Je suis d'accord. Alors tu peux être avec des gens improbables avec qui tu vas te raconter des blagues, raconter des anecdotes, rire de situations, etc. Des gens qui te font rire, des gens... Mais t'as pas besoin de sous pour te marrer. Moi, c'est ce qui me rend heureux, c'est de me marrer avec des gens qui me font sourire. Voilà. Très très bien. Attention. Si ton parcours pouvait offrir une seule leçon au monde, laquelle aimerais-tu transmettre? C'est marrant, c'est souvent des questions qui reviennent souvent. Ah ouais? Bah non, mais ouais, effectivement, c'est s'il y a une leçon que tu peux enseigner à quelqu'un, il y en a plein. Alors j'aurais tendance à dire 2 trucs, mais c'est pas forcément lié. Un, il y a une question d'ego. Faire confiance aux gens qui méritent qu'on leur accorde leur confiance. Enfin, tu vois, qu'on leur accorde notre propre confiance. Entre gens bien, tu peux avancer si tu arrives à faire confiance à des gens qui le méritent. Souvent, il y a des gens, quand ils entreprennent, ils gardent des projets pour eux, ils communiquent pas, ils essaient d'être très dans le secret, etc. Ça marche pas. Si c'est un projet, il faut en parler. Mais en parler même à des gens que tu connais pas. Mais c'est intéressant d'avoir leur point de vue, leur retour, et de faire preuve de beaucoup d'humilité là-dedans. Il faut mettre ton ego de côté. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir sonder si ça peut marcher, pas marcher, et accepter aussi que tu aies des gens qui ne soient pas fans de ce que tu fais, ou que ton projet ne réponde pas à leurs attentes à eux, tu vois. Mais il faut s'enrichir des avis des gens. Et ça, par contre, parfois, c'est pas facile, parce que toi, t'as ton projet en tête, c'est ton bébé, t'as envie que tout le monde te dise que c'est génial. Ah non, c'est pas génial pour tout le monde. Mime, si j'en parle à ma mère, elle en a rien à secouer de Mime. Ça sera ni une créatrice, ni une cliente. Bon, donc c'est pas auprès de ma mère que je fais. Mais c'est quand même intéressant d'avoir le point de vue des anciens, sur leur perception, sur cette nouvelle économie, sur aussi les mœurs, comment tu perçois cette possibilité de monétiser ton contenu, ton corps. Donc je pense que voilà, quand tu as une idée, un projet, il faut en parler au plus grand nombre. Ok, waouh. Et mettre son ego de côté. Et ouais, mettre ton ego de côté, exactement. Quel échec s'est finalement révélé être l'un des plus beaux cadeaux de ta vie? Parce que j'aime bien ce côté où en France, il y a beaucoup de gens et on cultive ce truc de la peur de l'échec. Aux États-Unis, à l'inverse, on te dit mais échoue, c'est comme ça que tu vas réussir.
Et voilà, même moi personnellement, je connais plein de gens qui me disent oh, j'ai plein de rêves, j'ai plein de projets. Et du coup, ils voient haut parce qu'ils sont ambitieux, mais n'osent même pas commencer le premier pas parce qu'ils se disent oh, non, mais si j'échoue, ça va être la honte pour moi ou pour mes parents ou machin. Donc, il y a ce côté de toujours, là, ce que j'aime bien dans ce podcast, c'est de dire mais les échecs, en fait, c'est pas un vrai échec, c'est pas quelque chose de négatif, ça peut t'amener quelque chose de positif et même te lancer. Si tu es entrepreneur, l'échec, tu dois l'accepter, mais surtout, si tu es entrepreneur, tu vas rebondir derrière. Peu importe. Par contre, pour le coup, si ton échec, tu le vis en en te larmoyant dessus sans rebondir, soit tu n'es pas un entrepreneur dans l'âme, soit tu n'es pas habité par l'envie permanente de rebondir, de tester, etc. Mais tu peux avoir un échec sur un produit, enfin sur un échec entrepreneurial, et puis tu repars sur autre chose. Mais dans ton propre projet, tu peux avoir des échecs. Nous, par exemple, sur Mime, moi j'ai connu un échec entrepreneurial, c'était avant Mime. Bon, il se trouve que j'avais pas travaillé avant, c'était ma première boîte. Bon, ben, je suis reparti bosser, j'ai fait 8 ans en tant que salarié, et puis après j'ai monté mon projet, ça marchait. Et dans ce projet, Mime, on en a eu des échecs. Je vais pas dire beaucoup, mais on en a eu qui nous ont marqués. On a fait des erreurs. Par exemple, on a pensé que les arts divinatoires pouvaient être une verticale qui allait répondre à un vrai besoin. Donc les arts divinatoires, c'est l'astrologie, la numérologie, la tarologie, c'est tous ces arts qui représentent une industrie dingue. Il y a énormément de gens en France qui consomment ce type de service. Donc tu as plein de plateformes qui existent. Tu payes 80 €, tu vas avoir une guidance, tu vas faire un live avec quelqu'un qui a une expertise et qui va pouvoir te tirer les cartes. Et nous, on a voulu intégrer ces sciences sur Mime. Donc on a un peu travaillé le produit, on a fait des interviews avec des experts, avec des tarologues, avec des astrologues, enfin tu vois. Donc le produit, on l'a travaillé. Ça nous a pris plus d'1 an d'interviews, de modification de produit, de communication. On a énormément investi. Et puis en fait, ça n'a pas marché. Et puis après, on arrive à l'expliquer, à le comprendre, parce que si tu veux, toi, demain, Ariane, tu te poses plein de questions sur ton avenir et que tu es prêt à payer 100 € pour une guidance, tu feras davantage confiance à une plateforme dont c'est le focus. Tu iras sur astro.com. Et tu n'iras pas sur une plateforme fourre-tout où tu as des coachs, des créateurs de contenu de télé-réalité, etc. Et puis quelques astrologues que tu vas trouver. Mais ça, il a fallu le comprendre. Et puis surtout, il a fallu faire un choix de se dire, plutôt que de s'efforcer à essayer à tout prix de faire venir des créateurs dans cette veine-là, ça va nous coûter cher en acquisition. On va se focus sur ce qu'on sait faire. Et parfois, il vaut mieux être très fort sur quelque chose que tu maîtrises très bien. Le message, il est beaucoup plus clair pour ton audience, plutôt que d'essayer de tout faire. Donc c'est ça que tu as compris justement, il vaut mieux se spécialiser et limite avoir une niche, exactement, toucher moins de personnes, mais en fait tu récolteras plus de personnes parce que sinon c'est comme si sur un menu tu vas dans un resto et il y a un menu où il y a trop de choses, tu te dis le mec il contrôle pas son resto quoi, c'est du surgelé forcément, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu ça. Mieux voir moins mais bien le faire. Y a-t-il une rencontre qui a changé le cours de ton histoire et pourquoi? Au final, c'est la rencontre avec mon associé. Parce que quelqu'un qui est un ami ou tu croises en soirée de temps en temps, ou tu vas faire des blackjack au casino, se retrouve quasiment du jour au lendemain la personne avec qui tu vas monter un business qui va changer ta vie. Donc cette rencontre, elle est quand même pas anodine. Après, est-ce que j'en ai d'autres? Oui, tu fais des belles rencontres au sein de la boîte. Tu vois, ça fait 4 ans, on a un salarié qui est rentré CMO, Chief Marketing Officer. Donc il avait vraiment en charge toute la partie CRM, Marketcom. Puis après, il est monté responsable des opérations, parce qu'il était très investi, il a gagné notre confiance. Et puis ensuite, aujourd'hui, il est CEO. Et donc c'est lui qui est globalement à les clés du camion. Donc il a vraiment notre confiance, et puis on a vraiment c'est une direction très bicéphale, lui d'un côté, nous les fondateurs de l'autre, et puis on prend les grosses décisions de manière commune. Mais ça a été une belle rencontre, parce qu'aujourd'hui, il fait partie de l'aventure, et c'est lui qui est la tête de proue de cette boîte. Et il l'a mérité. Et il l'a mérité, il est besogneux, il travaille, et puis il a une très bonne vision de là où on doit aller. Et donc c'est juste aussi un bel exemple de dire quand tu fais quelque chose et que tu le fais bien, et même plus que tes objectifs, alors que tu es salarié, peu importe en fait, que tu sois salarié ou entrepreneur, on dit justement le succès c'est d'être bien avec soi-même et être aligné avec soi-même. C'est juste, moi j'aime bien juste ce que tu dis, c'est en mode, quand tu fais un truc,
aime-le, fais-le même mieux qu'on te le demande, et au final, tu as des belles surprises où tu deviens CEO carrément, mais parce que le mec, il t'a prouvé sa confiance, et du coup, forcément, tu le Oui, montes. et puis il était assez passionné par cette industrie. Il était passionné par ce qu'il faisait, il avait de la maîtrise, c'est quelqu'un qui est très curieux, très ambitieux, ça c'est une certitude, mais il avait vraiment une affinité sur le produit. Donc le produit, c'est les créateurs, comment ça fonctionne, il y a des créateurs qui sont gérés en agence, donc la stratégie de demain c'est comprendre qui sont ces agences, comment travailler avec elles, comment les accompagner, intégrer des CRM pour ces agences, et ça c'est quelque chose qui le fascine, donc il l'a vachement bien maîtrisé, et donc vu qu'il a de la maîtrise parce qu'il a du plaisir, les résultats suivent. Tu vois. Mais c'est ça, c'est toujours ça en fait. Fais quelque chose que t'aimes, mais fais-le bien. Peu importe salariat, entrepreneur, et après les surprises arrivent au final. Exactement. Quel conseil donnerais-tu à la version de toi qui pensait que ce n'était pas possible ? Parce que nous ici, on cultive le tout est possible. T'avais forcément avant des croyances c'est pas possible. Oui, part du principe que tout le monde est atteignable. C'est-à-dire que tu peux contacter tout le monde. Et ce qui fait que le succès d'une boîte, c'est les rencontres que tu feras. Soit parce que c'est des clients, soit parce que c'est des prestataires, soit parce que c'est des gens qui vont t'aider, te financer, peu importe. Et en fait, il faut ne pas avoir peur de rencontrer ces gens. Ou de les contacter, quoi. Les contacter par téléphone, par LinkedIn. Et c'est toutes ces rencontres qui feront le succès de ta boîte de demain. Parce que soit c'est des gens qui vont t'envoyer chier, qui vont te dire que c'est pas que ton service va droit dans le mur. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, tu arrêteras et tu vas gagner du temps. Soit c'est des gens qui vont avoir un coup de cœur sur ton produit pour ton service, qui vont peut-être te financer, ou c'est des gens qui vont te mettre en relation avec d'autres personnes. Soit c'est des gens qui vont t'aider à développer ton produit. Et donc en fait, plus tu rencontres de gens, plus tu optimises les chances de succès. Mais c'est vraiment. En gros, n'hésite pas, quoi. Ah oui. Et très important, le réseau. Ah ouais. Mais c'est clé. Parce que rencontrer quelqu'un avec lequel t'as pas de lien direct, c'est toujours évidemment difficile. Les gens, pourquoi ils te feraient confiance? T'es qui? Alors, sauf si t'es une jolie femme et que t'as peut-être la chance que le mec te réponde sur LinkedIn. Ça aide. Faut être honnête. Non, mais c'est vrai. Regarde la preuve, je réponds plus facilement. Non, je rigole. Donc, ça aide. Mais sinon, quand t'es un homme ou une femme, peu importe, mais que t'es lambda, si t'as pas d'introduction, c'est pas facile. Si t'as une intro, tu peux partir du principe que la personne, elle est obligée de te répondre. Et donc, plus tu élargis ton réseau, plus tu optimises les chances d'avoir des gens qui vont te faire des intros. Et mais le réseau. Les intros, c'est la clé. Enfin. Et après, faut pas griller ta cartouche. Faut pas faire perdre de temps au mec qui t'accorde 5, 10, 15 minutes. Mais si tu as été introduit par quelqu'un que tu connais parce que c'est ton cousin, parce que c'est un ancien collègue, ton rendez-vous, tu vas l'avoir. Le réseau. Quelle petite habitude ou quel rituel a transformé ta vie bien plus que tu ne l'aurais imaginé? Trop de temps sur Instagram, je dors pas assez. Donc ça l'a transformé, mais pas dans le bon sens du terme. Donc moins scroller sur Instagram. Ah moi je me suis fait bouffer par l'algo d'Instagram, ils m'ont bien eu. Bravo. À l'enfer. Franchement, mais vraiment. D'ailleurs, moins de distraction. Ouais. J'arrive à me faire distraire facilement. Comme tout le monde. Moins de distraction. Tu regarderas mon temps passé sur les réseaux sociaux, je pense que je te bats. Oui, moi j'essaye de passer moins de temps avec mon portable. J'ai même pas de carte SIM là actuellement. Si quelqu'un écoute cet épisode d'aujourd'hui en ayant peur de passer à l'action, qu'aimerais-tu lui dire avec tout ton cœur? Faut pas passer à l'action pour n'importe quoi, mais s'il veut passer à l'action pour un projet qu'il a en tête, c'est d'en parler autour de lui au maximum pour qu'il soit certain d'un besoin réel ou pas. Et si derrière il sent que ça répond à un besoin, et pareil, faire ce qu'on appelle un POC dans le jargon, c'est faire un premier essai, pas parfait, mais au moins pour voir si ça répond aux besoins. Donc j'en sais rien, imagine tu veux faire un site qui te permet de booker facilement une nounou, t'es pas obligé de faire le truc, ça existe déjà mais c'est un exemple, pas besoin de sortir une machine de guerre, fais un truc simple, qui va te permettre, tu vas scraper par exemple des annonces sur des plateformes à la con, sur Le Bon Coin ou sur Gens de Confiance, ça tu peux le faire, en plus avec l'IA, avec Claude, ça tu peux le faire en 2-2, tu fais une petite interface simple, mais avec juste une promesse qui fait que la personne qui a ce vrai besoin de trouver une nounou dans les 2 km, dans l'heure, elle l'aura. Elle aura juste ça.
Et du coup... Et après, tu t'améliores. Puis après, ton service, tu l'ouvres, tu l'améliores, tu ouvres les zones géographiques, mais... Mais c'est de passer à l'action, quoi. Ouais. Et du coup, j'aime terminer, en fait, chaque conversation avec cette question. Mais t'en as un peu parlé, mais j'aimerais que, selon toi, qu'est-ce qu'une vie réussie? Donc tu disais se lever le matin en étant content de toi. Une vie... Bah alors, putain, la vie réussie, elle est compliquée parce que je pense elle est réussie de manière complètement différente pour tout le monde. Enfin, chacun d'entre nous Bah ouais. considère une réussite de vie en fonction de plein de critères différents. Une vie réussie, vraiment, j'aurais tendance à dire, je m'en suis rendu compte qu'il y avait par exemple quelques années où j'avais l'impression de ne plus rire. C'est-à-dire que je vivais bien, tu as des distractions, tu rencontres des gens, mais tu ris pas. Mais ça, c'est personnel. Mhm. Et je me rends compte à quel point ça m'a manqué d'avoir des potes que je voyais moins, parce que la vie fait que tu as des gens qui quittent Paris, qui vont à Lyon, qui déménagent à l'étranger, mais qui étaient les gens qui me faisaient rire, qui m'amusaient, qui comprenaient mon langage, qui avaient l'humour que j'attendais. C'est encore une fois, c'est très personnel, mais je peux t'assurer que moi, je l'ai ressenti au fond de moi. Et de plus avoir ces gens-là, ça m'a obligé à me renouveler, à rencontrer aussi d'autres personnes, et de m'éloigner peut-être de personnes qui peuvent avoir une forme d'intérêt, mais qui ne me rendaient pas heureux. Tu vois, l'entre-soi peut me faire un peu chier, le rond de cuir, enfin tu vois, être en permanence en train de se regarder, de se comparer, les réussites de boîte, machin, j'en ai rien à foutre. Par contre, quelqu'un qui m'amuse, quelqu'un qui m'apprend des choses, qui a des anecdotes qui me rendent plus intelligent à chaque fois que je croise le regard de cette personne, ça me donne envie de... Enfin, j'ai l'impression de réussir ma journée. Et plus j'ai le sentiment de réussir mes journées, plus j'ai le sentiment de rire et d'avoir des crampes au ventre, j'ai l'impression que ma vie elle est plus fun. Ouais, et puis tu fais rentrer la joie en toi, donc forcément, tu te dis, mais je veux plus ça, donc tu le donnes, même, je pense que tu le donnes, et tu le reçois aussi. Ouais. Mais parce que c'est une décision, en disant, tiens, je veux plus... J'ai analysé que j'avais pas assez de joie en moi, bah c'est pas grave, c'est un état, je vais changer ça, je fais une décision, je parle à des gens qui me donnent plus de joie, mais toi aussi, en fait. Donc c'est tu donnes et tu reçois. Ouais, c'est vrai. Mais... Et je trouve qu'on est dans une société où les gens sont, je sais pas si, ouais, pas très heureux. Je trouve que c'est une société qui est de plus en plus dure, tu vois. L'actuel est pas top, enfin, tu vois, à plein de raisons. T'as de l'inflation, se loger c'est plus compliqué, les salaires n'ont pas forcément augmenté. Il y a beaucoup d'échecs entrepreneuriaux, il y a plein de boîtes qui se cassent la gueule, des mecs qui lancent des restaurants qui se cassent la gueule. T'as le contexte géopolitique qui est compliqué, enfin, c'est plus compliqué qu'avant. Fiscalement, tu te fais un peu matraquer le museau. Enfin, et donc, forcément, j'observe qu'autour de moi, dans mon entourage, c'est aussi compliqué pour des gens que j'aime, pour des proches, pour des gens de la famille. Je trouve que c'est cool d'arriver à... Si tu arrives à donner un peu de fun et de faire rire les gens, moi c'est un truc qui m'amuse. Quel Didi. Non mais c'est vrai, je trouve que c'est agréable. Mais ça fait de la peine, hein, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux. On est dans une société où tout le monde se sépare, tout le monde divorce, où on est bouffé, buté par les réseaux sociaux, qui nous lobotomisent le cerveau, où on se rend compte que tu fais un dîner, les gens sont sur leur téléphone, que les interactions avec les gens, je trouve, sont moins nombreuses qu'à l'époque. Et je trouve que c'est cool d'arriver à retrouver ces interactions et à te marier avec les gens. De connecter réellement au final. Ouais. Et j'ai une 11e question, parce que je fais tout avec 11, je fais tout avec le nombre 11. Si dans 20 ans, quelqu'un racontait ton histoire, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Comment tu aimerais qu'on te définisse? Que je suis un bon mec distrayant. Cool et fun, tu l'es déjà. Pas non, mais que je suis... que j'ai on va dire que j'ai de l'innovation dans les idées. J'ai souvent beaucoup d'idées, et parfois je les partage. Et de me dire, oui, tiens, ce mec, il avait pas mal de... Toutes n'ont pas été mises en application, si tu veux. Mais que c'était quelqu'un qui avait des idées, et que c'était un mec sympathique et drôle. Voilà. Tu l'es déjà, j'ai pas besoin d'attendre 20 ans. Et un petit peu, j'ai un petit défi de Pigna. Mm-hmm. Tu veux pas avoir de faire?
Donc avant de se quitter, c'est plus, j'aimerais que tu lances un petit défi à des gens qui nous écoutent, aux personnes qui nous écoutent, une action simple qu'elles peuvent faire aujourd'hui pour se rapprocher de leurs rêves. Une action simple pour te rapprocher de tes rêves. Bah déjà peut-être c'est de tous les lister. Des rêves les plus ambitieux à des rêves ou en tout cas des choses que tu as toujours des choses que tu as rêvé de faire, d'accomplir. Ça peut être tout bête, hein, de visiter un lieu, d'aller dans un pays, de rencontrer une personne. Peu importe ton goal, mais d'en faire la liste. D'ailleurs toi je crois que tu t'es amusé à le faire. Ça se fait de plus en plus. Parce que parfois après tes goals ils te sortent de la tête. Bah tu sais quoi, si t'as pas de mémoire comme moi, ça veut pas dire que je le fais, mais tu te listes les 100 rêves, les 100 goals que tu as envie de faire. Et puis tu les coches. Tu as un sentiment, je pense, d'accomplissement quand tu arrives à rayer et à réduire la liste. Et ça t'oblige à réfléchir sur c'est quoi tes rêves. Qu'est-ce qui te fait kiffer ? C'est quoi ? Parce que des fois ça te paraît évident, ou même tu passes même pas de temps à le faire. Ouais. Et après, je pense que même il y a un chemin neuronal qui se fait inconsciemment, c'est-à-dire ou automatiquement en mode ah mais attends, mes rêves c'est ça, tac tac tac, et en fait tout d'un coup tu te réveilles un peu avec oh, tiens je vais faire ça parce que ça me ressemble, mais t'as identifié. Donc en fait c'est vraiment identifier ses rêves. T'as identifié et puis à un moment donné si tu veux l'accomplir, bah, il faut aussi un peu de logistique, donc il faut le prévoir, il faut du temps, il faut l'anticiper. Et puis à l'inverse, si tu l'oublies parce que tu l'as pas noté, tu auras la frustration de pas le faire. Et tu peux nourrir une frustration qui peut te bouffer. Puis après, tu vas te regarder à 60 piges en disant putain, mais ce rêve-là, de toute façon, je peux plus le faire. J'ai 60 ans. C'est un truc que le pire pour moi. J'aurais pu le faire à 40 ans, mais pas à 60, tu vois. C'est de me retrouver sur mon lit d'hôpital en regardant ma vie en me disant oh, et si j'avais fait ça. Donc c'est pour ça aussi que c'est pour ça que je fais ce podcast, mais c'est en mode ça peut pas être un échec si tu suis tes rêves, si ça se passe pas comme prévu, c'est qu'il y a autre chose, mais c'est parce que ça va forcément te servir. Et je pense que le pire dans la vie, c'est les regrets. C'est d'être sur son lit d'hôpital à 80 balais et de dire ah, et si j'avais fait ça. Il vaut mieux se dire waouh, j'ai fait ça, bon, ça a foiré, mais tu rigoles et en disant ouais, mais grâce à ça, il m'est arrivé ça. Et c'est ça pour moi la définition de vivre en fait, de la vie. Et je pense que c'est aussi un peu ce que tu dessines à travers tes actions. Et puis tout ce que tu fais, même si c'est des échecs, bah, c'est autant de choses. Autant d'anecdotes, autant de choses à... Putain, on va se marrer, justement. Au moins se marrer. Bah oui, ça. Ah, putain, alors moi, il y a des trucs que j'ai fait, je peux te dire. Mais au final, ça fait rire les potes. Bah ouais. Pas tous, parfois. Et la dernière chose, c'est un peu planter une petite graine. C'est la dernière chose que je vais te demander si tu le veux bien. Est-ce que demi-graines, ça fait une graine entière ? Est-ce que... Je pense. Très bien, parce que demi-crave, ça fait un crave. Si tu pouvais planter une petite graine dans le cœur de celles et ceux qui nous écoutent, laquelle choisirais-tu ? Il faut que je plante une graine, là ? Ouais, là, faut que tu plantes une graine. Là, tu plantes une graine, je sais, tout ce que tu veux, d'amour, de confiance en soi, de... Si là, vraiment, il y a les gens qui nous écoutent et ils veulent réaliser quelque chose, mais ils ont encore cette petite peur ou ce manque d'action, ce manque de motivation, cette graine que tu vas planter dans leur cœur, ça va les aider à passer à l'action. Elles sont compliquées tes questions. Ah bah attends, ça fait pas rire les mouettes. Là, je savais pas qu'on passait chez Jardiland. Bah la petite graine, on en revient toujours un peu au même truc. J'ai le sentiment, c'est... surtout maintenant, enfin j'ai envie de dire, avec les nouvelles techno, avec l'IA, etc. Tu peux... Fais-toi violence. Je te dis l'IA, ça fait pas tout. Hein. Mais globalement, tout est un peu réalisable. Ça veut pas dire que ça va être le succès de l'année. Mais globalement, tu peux... Après, tout le monde ne veut pas entreprendre. Hein. Bien sûr. Ah oui, c'est pour tout le monde. C'est pas que les gens qui veulent entreprendre. C'est ceux qui veulent réaliser leur projet. Peu importe dans quel secteur. J'ai pas envie de te faire des réponses bateau sur tout est réalisable. S'il te plaît, ne fais pas. Mais tout est possible. Non, mais vraiment, c'est juste, est-ce que c'est une graine d'amour en mode, mais fais les trucs qui te font vibrer, une graine de confiance en toi, voilà, n'aie pas peur, quoi, putain, ou d'estime de soi même. Écoute, n'aie pas peur d'aller à la rencontre des gens, qui que tu sois, si t'es peureux, pas peureux, si t'as
tu as la chance aujourd'hui avec les réseaux sociaux notamment de rencontrer des gens qui te ressemblent. Si tu es un grand timide, mais qu'il y a quelqu'un qui t'inspire parce qu'il est timide, aussi sur les réseaux sociaux, peu importe. Aujourd'hui, tu peux rencontrer des gens, même si c'est des gens qui habitent pas sur ton palier de porte. Bah fais-le. T'es pas à l'abri de faire une belle rencontre, d'avoir une rencontre amoureuse, de te faire un nouvel ami, d'avoir quelqu'un qui va te conseiller pour le futur, mais tu peux facilement rencontrer les gens. Alors c'est plus dur dans la rue, parce qu'aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un, tu as l'impression qu'il va t'appeler son avocat dans la foulée, parce que les gens sont plus habitués à se parler, surtout dans des lieux comme ça publics. Mais ton lieu de travail, c'est une chose, mais tu peux facilement élargir tes connexions aujourd'hui grâce à ta copro, avec les gens qui vivent dans ton immeuble, grâce à Instagram, grâce à LinkedIn, grâce à des forums, multiplie les points de connexion. Donc c'est vraiment ose partager, ose être vu et entendu en fait quoi. C'est un peu ta voix compte, vas-y quoi, et étant là et vois ce qui se passe. Ouais, et je pense qu'il faut admettre aussi une chose, c'est que l'humain est toujours flatté d'être sollicité, et quand on te demande conseil, c'est généralement quelque chose qui te touche. Alors à moins que tu n'aies pas de cœur, si tu en as un peu, tu apporteras toujours une réponse à quelqu'un qui te sollicite, parce qu'il te demande conseil, parce qu'il a besoin d'avoir ton avis, etc. Même si tu ne le connais pas. Alors c'est sûr que si tu es très connu, très sollicité, voilà. Mais le but, c'était pas d'aller taper ces gens-là. Mais tu peux aller demander conseil à quelqu'un qui t'inspire un petit peu, ou ça peut être le pote d'un pote, ou... Et bizarrement, tu peux avoir une belle surprise à la clé. Oui. Je pense que mais c'est ça. tu auras plus de belles surprises que de portes face à toi. Il vaut mieux essayer. Moi, je dis toujours, faut pas essayer. Il faut faire ou faut pas faire. Mais tu ne regretteras pas d'avoir justement sollicité des gens pour créer le projet de tes rêves. Ouais. Et moi, je le vois. Il y a des gens parfois qui me sollicitent parce qu'ils veulent avoir des conseils, parce que ils veulent me vendre un truc, machin. Mais même si parfois je réponds pas à tout, j'essaie de le faire, surtout quand le mec il est introduit par quelqu'un. Mais globalement, je prends le temps de répondre tout le temps. Et c'est bien la preuve que, tu vois, que les gens sont un peu quand même humains, tu vois. Ouais, c'est justement que tout est possible. Justement, juste tu toques à une porte, tu as une conviction, mais tu sais pas ce que ça va donner, mais ton cœur te dit fais-le. Et au final, tu peux avoir des super surprises et un beau succès à la clé, je pense. Exactement. Pierre Garonner, merci beaucoup. Non, vraiment, allez, trop cool. Merci beaucoup. Et j'espère que tu inspires beaucoup de gens, mais je le sais déjà. Et j'espère qu'on va faire des millions de vues. Pour ton succès et de rester cool. Et de rester merci cool. de rester cool. Et dans cool œuvre, il y a cool. Hein, merci de mettre du fun partout. Merci. Et clap.